commencer avec l'université, hein, on va pas commencer à l'école primaire, à la gardienne ou maternelle, comme vous dites chez vous. À l'université, moi, j'ai fait le droit par conviction, je ne le cache pas, parce que je voulais partir en physique et en histoire. Parce que, voilà, je suis beaucoup plus âgée que vous, ça vous devez le savoir, bien sûr, et j'ai été extrêmement impressionnée par des avocats qui, dans les début des années 60, défendaient les tortures en Algérie. Voilà. Et donc ça, c'est ça qui m'a convaincue quand j'ai vu ces avocats qui, au péril de leur vie, dénonçaient toutes ces questions de torture. Et maintenant, tout le monde le reconnaît. C'est pour ça que pour moi, c'est un espèce de quand j'entends que même Macron maintenant reconnaît qu'on a torturé Maurice Audin et tout ça. Moi, quand j'étais toute jeune, j'avais 17 ans, j'entendais tout ça parce que ces avocats venaient en Belgique expliquer. Et donc, j'ai vraiment fait le droit par conviction parce que tout d'un coup, ça m'a complètement. Voilà, Puis j'ai fait le droit et la criminologie. Je voulais être avocat de la défense, mais j'avais été avocat pendant 5 ans, très peu, mais pourtant j'adorais le barreau. Je trouve que c'est une expérience qu'il faut faire. Je ne sais pas les orientations que vous allez prendre, mais faire un peu de barreau, ça vous apprend énormément de choses. Voir. Donc, je ne l'ai pas fait longtemps, puis je suis plutôt partie vers la recherche scientifique parce que le droit pénal, c'est ce qui m'intéressait. C'est ce que je voulais faire et donc je l'ai fait. Puis alors, j'ai eu la chance de pouvoir un peu travailler, étudier, préparer mon doctorat en Angleterre et aux États-Unis. Ça fait un bien fou. C'est pas que c'est mieux ailleurs, mais c'est différent. Et alors, c'était l'époque où les États-Unis, c'était vraiment passionnant. Ce sont des moments comme ça qui construisent une vie. Vous en avez plein pour vous aussi, hein, évidemment. Il suffit de les trouver. Moi, c'était l'époque des droits civiques, précisément, des libérations des femmes, des noirs, des homosexuels. Enfin, c'était le grand moment avec. Et donc, toutes ces revendications, ça m'a énormément influencé. Pas influencé, mais enfin, j'ai vu toutes ces manifestations et ça a été vraiment un changement, je trouve, vraiment radical. Alors voilà, puis alors j'étais professeur à l'université dans les matières pénales, criminologiques, mais le pénal et les droits humains, ça va toujours ensemble, ça c'est clair. Ça c'est clair et j'ai beaucoup aimé l'enseignement, la recherche, le service à la société, c'est un peu les trois tâches, hein, la prof d'UNIF. Et ça, oui, j'ai beaucoup aimé. Et les droits humains m'ont toujours un peu accompagné parce que ça, vous devez faire la même expérience aussi. Vous, comme jeune étudiant, bien sûr, on est à l'UNIF, on travaille à ses cours, etc., etc., mais on a aussi des engagements personnels. Et moi, l'engagement personnel était précisément un peu dans les droits humains. À l'époque, on disait encore les droits de l'homme, maintenant on ne dit plus ça, on dit les droits humains quand même. Hein. Et donc, j'ai toujours accompagné ça d'actions dans ce domaine-là. Je n'avais jamais imaginé que j'allais prendre des juges à la cour, je n'avais même pas pensé, rien du tout. Et puis j'ai fait ça pendant des années comme prof à l'UNIF et j'aimais beaucoup parce que la criminologie aide bien à comprendre la déviance, la délinquance, donc tout ça va. Et j'aimais vraiment, non, j'ai même jamais pensé partir et puis en Belgique. À un moment donné, on a dit maintenant il faut des choses plus transparentes. Il y a eu une annonce pour le poste de juge à la cour en 98. Moi j'ai vu l'annonce et j'ai postulé. Et donc, et voilà. Et puis j'ai passé les petites étapes. Ben, je reconnais très franchement, c'est parce que le Conseil de l'Europe avait dit qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes. C'est vrai que quand je suis arrivée à la Cour, il y avait une femme. Alors, c'est pas difficile d'en avoir plus. On est arrivé à 8. Ça a été une mini-révolution. Et alors, ces 14 ans passés à la Cour, évidemment, ça vous change un peu une vie. Hein. Ça vous change une vie. Mais et c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais on a une responsabilité énorme comme juge, ça, je m'en rends compte, je m'en rends compte, je m'en rends compte. On a une responsabilité énorme et donc on doit l'assumer. Parce que les affaires qui arrivent chez nous sont toujours des affaires extrêmement difficiles. Difficiles pas techniquement, juridiquement. Il y a rien de difficile en droit. Je ne sais pas si vous partagez mon sentiment. On trouve toujours une solution à un problème technique. La difficulté, c'est derrière le problème moral, politique, social. C'est ça qui est délicat. Moi, une affaire qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est l'affaire MS contre Belgique et Grèce. Voilà, ça c'est un arrêt vraiment, je trouve, super important où on a dit effectivement que le règlement de Dublin faisait en sorte qu'on envoyait ces gens au martyr, parce que c'était ça, et que ça n'avait aucun sens. Donc, et puis, on a eu toute une série de questions stratégiques là-dedans. Est-ce qu'on le fait maintenant? Est-ce qu'on attend que la Cour de justice intervienne? Et donc, je trouve que là, sur la question des demandeurs d'asile et du règlement de Dublin, c'est une affaire qui m'a, oui, positivement, je ne le cache pas, fait plaisir, ça c'est clair. Une autre affaire dans un tout autre domaine, c'est sur les transsexuels. Les transsexuels, parce qu'on a eu l'affaire, comment elle s'appelait? Vous savez, il y a 8 ans que je suis partie de la cour. Alors, parfois, on oublie un peu. Je pensais au début que j'allais retenir toutes les affaires. Quand j'étais là, je me disais, oh, mais je vais tout retenir, je vais tout retenir. Après 3 mois, j'avais déjà tout oublié. Tellement il y en a que, là, c'était des affaires sur les transsexuels en 2000, où la cour
avait toujours dit: «Oh, il faut tenir cette affaire à l'œil parce que c'est pas possible», etc., etc. Donc il y a eu toute une série d'affaires dans le courant des années 90 pour les transsexuels qui demandaient un changement d'état civil et le droit au mariage. La Cour avait toujours dit non, 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 non. Et ça montre combien la doctrine joue un rôle. Vous qui allez sans doute écrire des articles, la doctrine joue un rôle. Moi, j'avais lu tous les articles sur cette question dans la revue trimestrielle des droits de l'homme qui montraient qu'il était peut-être temps que la Cour maintenant évolue. On était en 2000, on n'était plus en 90. Et voilà-t-il pas que cette affaire arrive. Et le juge anglais, qui était quelqu'un d'extrêmement honnête, il dit bon, on va suivre la jurisprudence, le précédent, le sacré précédent qui existe en Angleterre. Et puis je dis écoute, je crois que maintenant c'est le moment de changer. Je crois que c'est le moment de changer. Et avec une honnêteté intellectuelle, lui qui était juge national, il a dit bien, on va le tenter. Et puis on l'a tenté. Et puis cette affaire est arrivée en chambre, puis ça a été désaisissement à la grande chambre, et puis comme ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et à la fin, on a obtenu une violation à l'unanimité. Et ça, c'est une affaire qui m'a vraiment touchée, parce que ce sont des catégories de population qui sont tout à fait oubliées. Les transsexuels, il n'y en a pas assez, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est des gens qui... et voilà, ça c'était, je trouve, oui, je n'aime pas parler de succès, parce que c'est idiot de dire ça, mais voilà, en tout cas, c'est... Puis il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, et puis d'autres où j'étais bien malheureuse, évidemment. Enfin, bien malheureuse. Non, ben voilà, c'est comme ça, on n'a pas convaincu, on n'a pas convaincu. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? L'histoire du foulard, on ne va pas rentrer le débat là-dessus, mais l'affaire du foulard, ça me reste toujours un peu en travers de la gorge, quoi. Je ne comprends pas comment je n'ai même pas convaincu un autre juge. Et c'est comme ça. Non, c'est un débat qui est... Il y a des très belles affaires et des affaires où... qu'est-ce que c'est une belle affaire? C'est difficile à dire. Mais l'affaire Papochvili dont on parlait tout à l'heure, c'est justement l'expulsion des étrangers dont il y a un pronostic vital engagé. Il y avait une affaire haine contre le Royaume-Uni. C'était une femme qu'on avait expulsée au Ouganda où elle n'aurait pas les soins nécessaires au sida qu'elle avait. Et dans cette affaire-là, effectivement, bien, voilà, on a dit non, le bien-être économique du pays, blablabla. Et là, ça n'a pas marché. C'est pour ça que je me dis ça, un jour, on va changer. Un jour, cette jurisprudence, on doit la faire évoluer. C'est pas possible. Parce que cette femme, on l'a renvoyée en Ouganda et elle est morte 3 semaines après. Alors, je me dis, mais comment c'est possible que on était 3 là? Comment est-ce qu'on n'a pas convaincu? Donc ça m'est resté un peu... et puis alors, Papochvili, ben, ça a été... voilà, la jurisprudence a évolué. Oui, moi je trouve. Et vous savez, prudence, la prudence, c'est un concept aristotélicien. Hein. Donc on peut dire vraiment la juste réflexion, c'est ça. C'est pour ça qu'on parle de jurisprudence. On est des prudents, les juges, hein, c'est ça. Alors la prudence au sens philosophique du terme, oui, on doit l'avoir. Quand on parlait tout à l'heure d'audace clairvoyante, c'est ça. Mais parfois, elle est frileuse. Et ça, c'est autre chose. Parfois, la cour est frileuse. Mais parce que la cour, c'est comme tous les groupes sociaux qu'on a ici. Hein, pour des raisons qui tiennent à toutes sortes de choses, à toutes sortes de choses. Quand vous pensez que l'article 6 de la Convention n'est toujours pas applicable au contentieux des étrangers, par exemple. Donc le droit au procès équitable. Il y a toujours les exclus du procès équitable, c'est les élections et les étrangers. Pourquoi? Pourquoi la Cour reste frileuse pour ça? La Cour reste frileuse. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas une Cour Don Quichotte, hein, pas non plus, il ne faut pas du tout. Voilà, ça je me dis c'est une chose pour... Oui, parfois la Cour est frileuse, ou alors avec des expressions que moi que je n'aime pas. En disant, oh, il faut pas être émotionnel, il faut être... c'est pas une question d'émotionnel, c'est une question de tâcher de donner les droits à des gens qui n'en ont pas et qui, sans nous, n'en auront sans doute jamais. Et puis dans certains cas, non, la requête est totalement irrecevable, et il faut le dire très clairement aussi, quoi. Très clairement. Mais c'est chaque fois des petits cas de conscience hein, entre nous. Oui, c'est un contexte politique. C'est bien sûr là que les opposants vont dire attention, il faut se méfier du gouvernement des juges. Hein, c'est aux politiques à régler ces questions, c'est pas aux juges. C'est ce qui est vrai, ce qui est tout à fait vrai. Mais les actions sont complémentaires. Et si les politiques ne bougent pas, il faudrait bien que les juges fassent quelque chose. Et ici, on est exactement à ce niveau-là. C'est que les politiques, ils signent les traités de Paris, tout ce qu'on veut. Signer, ça se fait toujours en droit international. Mettre en œuvre, c'est une autre affaire. Et donc, c'est vrai que la mise en œuvre, elle est médiocre. Elle est médiocre. Donc, lorsque les gens viennent se plaindre pour des questions qui sont des atteintes à la vie, parce que c'est ça,
C'est vraiment, pour moi, c'est des atteintes à la vie ou des traitements dégradants ou la vie privée. Ce sont pas n'importe quelle disposition, hein. Eh bien, je crois que oui, oui, les juges doivent intervenir, mais ils doivent le faire avec intelligence et avec circonspection. Parce que c'est pas à eux à faire la politique. Les juges ne doivent pas faire la politique. Et c'est ça la force de la Cour des droits de l'homme, c'est que nous sommes obligés, de par la Convention, d'appliquer et d'interpréter la Convention. On n'est pas là pour juger in abstracto de la politique des États dans le domaine climatique. Non, on est là pour dire que les droits fondamentaux des personnes n'ont pas été mis en œuvre dans telle et telle situation. Donc, on est obligé de se rabattre sur un cas individuel ou collectif, mais sur des cas, sur des situations. On n'est pas là pour juger in abstracto les systèmes juridiques des États. C'est leur souveraineté, mais on doit faire une appréciation in concreto. C'est ça notre rôle. Mais je vois bien, je vois bien les critiques. D'une certaine manière, je peux les comprendre. Parce qu'ils ont un peu l'impression que la Cour des droits de l'homme, c'est une cocotte minute, hein, où tout d'un coup, qu'est-ce qu'elle va encore dire ici, qu'est-ce qu'elle va encore dire là. Mais parce que certains disent, vous n'êtes pas contents, maintenant les droits sont quand même bien respectés. Mais les droits fondamentaux, ce n'est pas qu'ils sont acquis une fois pour toutes, ils évoluent avec le temps parce qu'ils suivent l'évolution des sociétés. Ce sont des droits de vigilance. Oui, c'est une bonne question. Ça, c'est la question d'impartialité des juges. On a tous des convictions, vous, moi, n'importe qui. On est tous les mêmes. On est tous des êtres humains, on a tous des convictions. Les juges, une fois qu'on a choisi de faire cette fonction, personne ne vous l'a obligé, une fois qu'on a choisi de faire cette fonction, voilà, on doit non pas être neutre, ça n'existe pas une personne neutre, personne n'est neutre. Pendant la guerre 40, moi j'ai pas connu non plus, mais vous non plus évidemment, les juges allemands, ils se cachaient derrière la neutralité pour cacher des opinions inavouables. Donc ça on m'a raconté ça souvent et ça m'a toujours impressionné. Le juge ne doit pas être neutre, le juge doit être capable de prendre distance. C'est quelqu'un à la Cour de cassation en France qui a employé cette expression. On doit être capable de prendre distance. Et c'est d'autant plus difficile la partialité que, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de questions devant la Cour sont des questions où il y a des éléments ou des dimensions morales, politiques, sociales. La torture, c'est pas la stipulation pour autrui, hein. La liberté d'expression, donc il y a toujours cette dimension-là. Donc on doit être capable de prendre distance et de donner pertinence aux faits que l'on entend et aux arguments qui sont présentés devant nous. On doit donner pertinence à ces faits et on doit le faire dans le cadre d'un contexte où on doit tenir compte de ce qui s'est passé avant nous. Il ne s'agit pas d'inventer from the scratch, je crois que nous, on va inventer non. On doit tenir compte de tout un corps de principes qui s'est construit avant nous et puis à partir de là, le mettre en œuvre dans des situations. Donc c'est ça pour moi la partialité des juges. Mais je reconnais que c'est une dimension, voilà, c'est une exigence éthique de la fonction. C'est une exigence éthique de la fonction et je trouve que euh, oui, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Alors on dit qu'on est élu au titre de la Belgique. Je ne dois pas défendre la Belgique. On ne défend pas son pays devant la cour, jamais. Forcément, on parle, on discute, et je trouve qu'il faudrait beaucoup plus de complémentarité et synergie entre les comités onusiens, surtout depuis qu'ils ont la compétence pour des cas individuels. Ça, c'est évident. Idem pour le comité des droits de l'enfant, idem pour le comité discrimination à l'égard des femmes, le CIDO comité, mais on a plein de choses qui sont en commun. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment important d'avoir des complémentarités. Parce que, je vais dire une banalité, mais les droits humains sont mondialisés, donc la réponse doit l'être aussi. C'est tout simple. Alors, j'aimais bien que tout à l'heure, on a parlé de la Cour africaine, que je connais mal parce que j'ai jamais été sur place. J'aimerais bien pourtant le faire dans une autre vie. La Cour interaméricaine, là, j'ai été. Là, je vois beaucoup mieux comment ça se présente. Oui, il faut une complémentarité. La Cour interaméricaine a beaucoup influencé la Cour européenne des droits de l'homme sur la question des disparitions forcées. Toute la jurisprudence de la Cour sur les disparitions forcées vient de la Cour interaméricaine, de Velázquez. Donc, c'est très, très, très important. Moi, j'y suis favorable parce que c'est vraiment la quintessence du dialogue des juges, hein, les avis consultatifs. Puisqu'on parle du dialogue des juges, eh bien, ça, c'est vraiment l'expression la plus forte du dialogue des juges. Un juge interroge un autre juge, c'est ça, au fond, hein, l'avis consultatif. Évidemment, moi, je suis habituée aux questions préjudicielles parce que la Cour constitutionnelle chez nous, elle connaît bien les questions préjudicielles.
Oui, moi je suis vraiment favorable. Ça implique effectivement qu'il y ait un rapport plus étroit entre les cours supérieurs et la Cour des droits de l'homme, qui s'est d'ailleurs concrétisé, parce que maintenant il y a un réseau de cours supérieures européennes qui se réunit au sein de la Cour européenne des droits de l'homme de manière régulière pour discuter des jurisprudences. Donc je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'une crainte, c'était que l'avis consultatif tuerait le recours individuel. Mais non, non. Une autre crainte était de dire l'avis consultatif n'est pas obligatoire et donc ça ne servira à rien. Non, non. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce que c'est obligatoire que ça certainement plus. Une fois que c'est là, c'est quand même aussi une fameuse source d'inspiration. Donc moi, je suis plutôt favorable à ces avis consultatifs. Non, c'est affolant, ça. Alors qu'il n'y a pas de convention plus basique que celle-là, quoi, et elle est très modérée, cette convention, elle est très, très modérée. À un moment donné, j'étais là au Kosovo pour la violation des droits humains commis par les Nations Unies au Kosovo. On était une toute petite équipe avec Christine Chinkin, qui est un professeur de droit international à la London School of Economics. Et elle a été un des architectes de la Convention d'Istanbul. Donc, on en a beaucoup, beaucoup parlé, beaucoup discuté. Je vais lui téléphoner, tiens, ce soir, pour savoir comment elle prend ça. Comment est-ce que... Ça, c'est pour moi une... Et sans avoir... Même sans parler au Parlement, hein, même sans parler au Parlement, s'il y a bien une chose, mais c'est vraiment une gifle dans la figure de toutes les femmes, euh, alors que c'est vraiment un texte modéré avec ses 4 P, prévention, poursuite, enfin, tous les aspects sont bien mis en place. Ah non, ça c'est de sortir de cette convention, donc c'est vraiment dire je n'en veux pas, qu'on n'y adhère pas, passe encore, mais la quitter délibérément et volontairement, non, ça c'est vraiment, c'est gravissime, je ne vais pas dire autre chose. C'est gravissime, c'est gravissime. Quand je pense qu'une des premières affaires de la Cour où on a condamné la Turquie, précisément pour violence à femmes, c'est Opus. Donc vraiment, c'est comme si Opus sortait de... Non, c'est vraiment gravissime, quoi. Mais je trouve que l'Union européenne est un peu doucereuse avec... parce que le président du Conseil et la présidente de la Commission ont eu des entretiens avec Erdogan et ils ont dit oui, tout ça, on arrivera à quelque chose de plus positif. Oui, mais c'est pas au moment où on sort de la Convention, il faut dire autre chose. Mais que ça les intéresse, qu'ils aiment ça, qu'ils sont prêts à s'engager à la fois intellectuellement et moralement et socialement, parce que c'est un peu quelque chose qui implique toute une vie, hein. C'est un peu qui implique toute une vie. Alors, s'engager, je ne peux pas vous dire, ce n'est pas des conseils d'orientation professionnelle que je vais donner ici, hein, parce que ça, je ne sais pas, mais que quelles que soient les orientations que vous prenez avec vos études, que ce soit de droit ou de tout ce que l'on veut, quoi, d'abord que vous les aimiez, ça c'est essentiel, parce qu'on ne fait rien sinon si vous n'êtes pas passionné par ça. Euh, et puis, euh, et puis y être attentif tout le temps, y être attentif tout le temps. Ça, c'est vraiment une chose importante, quoi. C'est vraiment important. Et puis tâchez de vous engager. Il y a plein d'associations, il y a plein de. Et moi, je trouve que la jeune génération est beaucoup plus engagée sur les droits humains que les générations précédentes. Beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus. Beaucoup plus. Regardez toutes les spécialisations que vous avez dans vos masters. Avant tout, ça n'existait pas. On n'avait même pas l'idée. On faisait du droit financier ou du droit comptable. Mais tout ça, c'est très bien aussi. Hein. J'ai rien contre ça. Mais d'autre part, on a fait comme ça un diplôme d'études spécialisées en droit de l'homme. Maintenant, ça s'appelle aussi un master avec 3 universités. Mais au début, ils étaient 5. Maintenant, ils sont 100. Donc, il y a un intérêt croissant, quoi.